Dès que j'ai su lire, j'ai adoré lire à haute voix. Donc quand j'étais à l'école primaire, en Algérie, parce que je suis née là-bas, et pied noir de 4e génération, dès que j'étais à l'école primaire à Alger, dès que j'ai su lire, j'ai adoré lire à haute voix, haute, c'est-à-dire bien mettre le ton. Bon. Et nous étions en CE1, en cours de couture. Une élève était désignée pour lire des extraits de livres à haute voix. Je levais souvent le doigt et l'institutrice, trouvant que je mettais bien le ton, me proposa de venir au conservatoire d'Alger, me perfectionner dans la lecture et faire du théâtre, car elle-même y donnait des cours de théâtre. C'est ainsi que j'ai commencé jeune et suis restée à fréquenter le conservatoire jusqu'au baccalauréat, en passant chaque année les concours de comédie, tragédie, etc. Après mes 2 bacs, j'aurais bien voulu aller à Paris, commencer une carrière de comédienne. Mais à l'époque, donc, comme je disais, nous étions en Algérie, et ma mère me dissuada de partir si jeune en métropole. Et en plus, il y avait la guerre, donc la période ne se présentait pas bien. C'est ainsi que je commençais des études de pharmacie, comme ma sœur aînée, qui avait 11 ans de plus que moi, et les avait déjà terminées. Ensuite, je me suis mariée à 19 ans, et comme il n'y avait plus de faculté, et c'était bientôt l'indépendance, 61, nous sommes partis en 60, fin 60, nous sommes retournés en France, à Marseille, où sont nées mes 2 filles aînées. Il n'était donc plus question de faire du théâtre, donc j'ai fait une pause de l'âge de 20 ans. Ensuite, nous sommes montés sur Paris, où les études terminées, je travaillais dans une officine, et mon mari est décédé. Donc je suis arrivée donc en Bretagne en 1980 avec mes 3 filles, puisque la dernière est née en région parisienne. Je suis arrivée donc à Noyelles-Pontivy, seconder ma sœur, qui avait acheté, elle, une officine en 1962. C'est à Noyelles que j'ai entendu qu'il y avait une troupe de théâtre rattachée au Mouton Blanc, en 1976, association sportive à l'époque. Je pris contact avec la troupe, dirigée à l'époque par Jean Géano, et ainsi j'ai commencé à jouer dès 1982, et en même temps j'ai commencé aussi à Pontivy. Alors à Pontivy, j'ai participé en premier à Un son et lumière, les grandes heures du château de Pontivy, narrant l'arrivée de François Ier à Pontivy, reçu avec son épouse, que je jouais, Claude de France. J'arrivais à cheval, avec François Ier devant. J'étais pas très fière parce que je n'avais jamais fait de cheval. Et nous étions reçus par le duc et la duchesse de Rohan. La mise en scène était faite de Roger Guillot, d'une troupe rennaise, texte d'Anne-Marie Chauvel, une pontivienne, non, mais disons plutôt noyalaise, parce qu'elle est à la limite de Noyal et de Pontivy, et voix de Gérard Crespel, un frère de l'Amené des Saints-Anges, qui fonda ensuite le CRIS, Centre de ressources d'ingénieurs et leçons, je pense. J'ai aussi fait partie quelques années de l'association Les Tréteaux du Blavet, avec laquelle j'ai monté plusieurs pièces, troupe qui d'ailleurs existe toujours sur Pontivy. Nous avons même fait une tournée en Bretagne avec la pièce Les Gueux au paradis, après avoir joué au Palais des Congrès le livre vivant de Jean Guéhenno, et avons joué aussi des pièces de Sacha Guitry en 1987. Ensuite, j'ai préféré ne jouer que pour la troupe de Noyelles-Pontivy, qui à l'époque faisait partie toujours de l'association sportive des Moutons Blancs. Et nous avons monté Un son et lumière en 1986, qui s'appelait L'Aubépine Rouge, qui racontait l'histoire de Sainte Noyale, une sainte qui était au départ, enfin c'est une légende, hein, une jeune fille qui était destinée à voulait devenir religieuse, destinée à Dieu, et les parents veulent la marier avec un noble. Alors elle s'enfuit avec sa servante sur la Manche, sur une branche d'arbre, et elle arrive à Sainte-Noyale, mais là le faux fiancé, disons, la rattrape et lui coupe la tête. Elle arrive à Sainte-Noyelle avec la tête dans les mains. Et là, la tête rebondit 3 fois, et il y a 3 croix qui ont été construites plus tard, et elle a demandé à ce qu'il y ait une chapelle
qui s'appelle toujours la chapelle de Sainte-Noyale, rappelant son histoire et son martyr. Donc, ce Sang et Lumière a été joué sur 5 jours. Nous avons eu 1500 personnes venues de toute la Bretagne qui voulaient connaître la source du prénom de Noyal. Parce qu'il y a pas mal de Bretonnes qui s'appellent Noyal. À l'époque, c'était donc Jean Géano qui était président. Et ensuite, en 1987, on s'est séparé des Moutons Blancs et la troupe s'est appelée la troupe de l'Hermine noyalaise. J'ai pris la suite de Jean Géano comme présidente jusqu'en 1998. Et ensuite, ça a été Rudi Rubaud qui a pris la suite, puis Denise Bourlot. Et maintenant, c'est Franck Chapelle qui est l'actuel président. En 1989, j'ai connu Gilbert Le Goff, devenu mon mari en 1993, qui a rejoint la troupe et nous y avons joué ensemble 25 ans, même pendant 25 ans, au rythme toujours d'une pièce par an. Mais avant notre grande pièce, il y avait des jeunes, nous avons engagé des petits jeunes, ça existe toujours, qui font une petite pièce de 1/4 d'heure, 20 minutes environ. Comme ça leur donnait peut-être l'envie de faire du théâtre plus tard. Voilà, donc à partir de 90, donc la salle polyvalente s'est montée, c'était beaucoup plus agréable, nous avions une vraie scène, quoi. Donc en 1989, c'était les 200 ans de la Révolution française. Donc on avait pensé qu'on aurait pu faire jouer les élèves de CM1, CM2, un petit livret qui a été joué dans toute la France d'ailleurs, hein, qu'on avait reçu, on nous avait proposé de le monter. Et donc, du coup, on avait accepté avec tout le bureau. Hein. Mais se posait le problème, c'est quand j'étais voir les institutrices de l'école privée et de l'école publique, c'était pas évident. Parce que jouer en même temps, c'était pas facile. Donc moi qui arrivais de la région parisienne, il n'y avait pas tellement ce problème d'école privée, école publique. Mais bon, alors donc ils ont accepté, mais il a fallu trouver un lieu neutre pour répéter. C'était donc la cantine. Parce que la cantine réunissait les deux écoles, je crois que c'est toujours comme ça, je ne sais pas. Si maintenant il y a une cantine séparée. Donc on a joué Bleu, Blanc, Rouge. Et c'était pas mal du tout parce qu'il y avait quand même tous les élèves, il y avait beaucoup de figurants, mais il y avait quelques élèves qui avaient du texte à dire. Donc ça c'était en 1989. Après on a repris bien sûr le rythme de faire toujours nos pièces. Alors maintenant, depuis 90, on joue au mois de novembre, puisqu'on peut choisir notre période, quoi. Pas besoin surtout que le premier trimestre, souvent il y a beaucoup de troupes autour qui jouent, donc il vaut mieux qu'on ne soit pas tous en même temps. Donc avec Gilbert, nous avons joué notre dernière pièce de théâtre qui s'intitulait C'est interdit, en 2018, où je jouais une centenaire. Il était donc temps que nous prenions notre retraite théâtrale, lui après 25 ans et moi 37 ans de théâtre. Pour conclure, je dirais que le théâtre fut ma passion, et cette carrière de théâtre amateur m'a apporté beaucoup de joie. Et j'ai adoré surtout ce travail d'équipe, qui est indispensable à la réussite du spectacle. Je remercie donc de tout cœur Jean-Philippe et Émilie d'avoir pensé à moi pour cette idée d'interview et de film. Attention, qui m'a beaucoup touchée. Enfin, je vérifie parce que je les ai tous. J'avais Rioux, il y avait... Mais il me semble que c'était du Fédo, j'étais très étonné. Ah oui, on avait fait faire des chapeaux par une modiste qui était à Pontivy et maintenant qui est décédée, qui a été longtemps modiste à Pontivy. Elle nous avait fait des chapeaux magnifiques, magnifiques, des tenues. On avait trouvé des tenues, on avait mis avec des faux culs là pour avoir des grandes robes, tout ça. On a des photos de ça? J'ai quelques photos, ouais, il y a quelques photos. Ouais. Des photos des faux culs? Ouais, des faux culs. Oui, ça fait ça, des faux culs. Des trucs en cingalette, qui faisaient des grosses fesses avec des grandes robes et tout ça. Mais ça a été vraiment une bonne réussite. Et alors, quelques années après, il y a eu Jean Piat qui est venu jouer le dindon au Palais des Congrès. Et donc à la fin du spectacle, souvent, il signe on avait amené un programme de l'Hermine, je ne sais pas qui c'est qui l'a, je n'en sais rien.
mais il est signé par Jean-Pierre et on lui avait dit qu'on avait joué la pièce, il avait été intéressé, il avait regardé l'album. Et la seule chose qu'il a trouvé comme, il a dit, oh ben non, vous avez des beaux costumes, qu'il a trouvé comme détail auquel on n'avait pas pensé, c'est que Jean-Marc Oliviero, qui jouait dans la pièce, il avait des lunettes qui n'étaient pas d'époque, des montures. Il lui a fallu des binocles, des trucs comme ça, tu vois. Il n'avait pas changé ses lunettes. Ouais. J'avais été étonné, comme quoi ils sont vraiment des professionnels. Hein. Font attention à tout. Hein. Surtout Jean-Pierre, c'était un grand artiste. Hein. En fait, le Dindon de Feydeau, c'est peut-être la pièce de boulevard qui se joue encore à la Comédie Française. Par rapport aux autres pièces qu'on a jouées, bon, c'est des auteurs plus ou moins connus qui écrivent pour le théâtre, mais c'est jamais joué à la Comédie Française. Tandis que le Dindon de Feydeau, il y en a certaines qui sont jouées à la Comédie Française. Hein. Et Guitry, quand vous avez joué Guitry, c'était les Tréteaux du Blavet? Oui, oui, c'était très tôt. Ah, là, c'est plus là. Ouais. Il y avait donc plusieurs pièces, une qui s'appelait Une paire de gifles. Et alors là, je jouais avec Régis Leblanc, qui était au Tréteaux du Blavet à l'époque. Après, il était devenu président, d'ailleurs, à un moment donné, des Tréteaux, puis il était parti dans le Midi de la France. Et donc, dans Une paire de gifles, je lui avais donné une gifle. C'est moi qui devais lui donner la gifle. J'avais vu la petite robe noire, là, où j'ai vu une photo. Et je me rappelle que le jour où on a joué, quand on répétait, j'avais collé une claque, mais alors, il y en avait la joue toute rouge. Et je l'ai revu, après il est parti dans le Midi, et un jour, je l'ai rencontré dans la rue, 25 ans après. Et il me dit, ah ben, j'ai jamais oublié la gifle que tu m'avais donnée. C'était resté. Ah. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur tes tout débuts en Algérie, nous parler un peu de ça, oui, bien sûr. La manière dont l'envie t'a pris, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, voilà. Disons que donc mes arrière-grands-parents, ce que je disais l'autre fois, ils sont tous originaires de France, du côté est. Le plus haut, c'est mon grand-père qui est né dans le Doubs, vers Lons-Saunier, par là, dans l'est, au-dessus de Grenoble, là au-dessus. Et les autres familles sont plutôt Vaucluse et l'Ardèche, le bas avant la Provence, quoi. Alors les uns sont allés pour des raisons différentes. Mais mon grand-père, lui, qui était d'une famille assez bourgeoise, il y avait l'aîné qui était curé, lui... l'aîné était militaire et lui, on l'a mis collé au séminaire pour faire un curé. Mais lui, il n'avait pas du tout envie d'être curé. Au moment où on a tombé, elle a foutu le corps du séminaire et il est parti en Algérie. Et il a fait des études d'architecte. Il était parti parce qu'il fallait construire des trains, tout ça. Alors lui, il était architecte. Et alors par contre, il y a un de mes autres grands-pères qui lui était paysan. Et sa famille aussi s'occupait des verres à soie, un petit peu. Mais ils étaient ouvriers, ils n'étaient pas propriétaires. Et donc lui, on a dit que, paraît-il, on voulait le marier avec une fille dont il ne voulait pas. Il est parti, c'est un peu l'aventure, l'Algérie, c'est comme l'Ouest américain. Hein. Et alors ce grand-père du Vaucluse, lui, il était paysan, donc il fallait construire les chemins de fer, il cassait des cailloux. Et il s'est trouvé qu'ils se sont trouvés, les deux grands-pères, ils étaient sur le même train. L'un qui dessinait les plans, parce que celui qui était architecte, et l'autre grand-père qui cassait les cailloux. Des années après, ils se sont rendus compte, on a su qu'ils étaient au même endroit. Alors les nôtres, les autres grands-pères, ils sont arrivés en 70, donc il y avait 40 ans d'écart, on les a envoyés sur les hauts plateaux. C'est pas des terres fertiles, donc ils ont cultivé du blé. Du blé, mais du blé qui poussait comme ça, c'est pas du blé. Donc il fallait pas mal de... Mais bon, ils sont arrivés à vivre quand même, fonder leur famille, et puis donc le grand-père, le père de mon père est mort jeune, et la grand-mère, elle avait eu sur ses enfants, je crois, sur 10 enfants, elle en a gardé 2 frères, mon père et son frère. Et mon père qui est resté, lui,
pour cultiver, parce que mon grand-père était mort, cultiver les fermes de Tocqueville où j'habitais, c'est un petit village. Et puis en 61, c'est ce qui est arrivé, tout le monde est parti, quoi. Donc c'est avant tous ces événements qu'effectivement, tu nous disais l'autre jour, que tu as commencé ta formation au théâtre, puisque tu as été formé. Ah ben oui. Oui, j'avais 10 ans, quoi. Donc, 10 ans? Ben oui, je commençais à 10 ans à faire une petite école. Et puis, la petite école, Et puis après, ben, jusqu'à 19 ans, puisque finalement je me suis marié à 19 ans. Jusqu'à 19 ans en Algérie, tu as fait du théâtre jusqu'à tes 19 ans en Algérie? Oui, parce qu'au conservatoire, au conservatoire, on passait des concours à la fin d'année. Alors, je ne sais pas où j'avais gardé les prix que j'avais eu en comédie, tragédie, à 19. Et là-bas, j'ai fait partie d'une petite troupe qui s'appelait l'Accord Parfait à Alger. On faisait une petite troupe, on avait joué du Giraudoux, on avait pris... c'était sur le mois d'année du bac, ça. Mais bon, après, ben, de toute façon, quand il y a les guerres, il y a les guerres. Hein. Mais on essayait de vivre normalement. Donc après, arrivé en France, en métropole. Alors, arrivé en métropole, l'année à Marseille, alors là, avec mon mari, on était complètement ivres de liberté. On pouvait aller au cinéma jusqu'à minuit, sortir. C'était de 7 ans de guerre, quoi. C'est dingue, ça a duré de 13 ans à 20 ans quand même. Hein. Tordue, voilà. C'est ça que tu voulais? Une feuille morte. Des feuilles mortes se ramassent. Moi, je veux parler de la petite goutte de sang, celle que tu as autour du cou. Ah oui. Qu'on ne voit pas d'ailleurs là. Voilà, la goutte de sang. Alors donc, cette goutte de sang, je l'ai eu pour mes 70 ans. Je ne m'y attendais pas du tout. L'idée est venue, c'était Nicole Sandré qui jouait. Nicole Sandré, elle a joué beaucoup au théâtre aussi, mais elle a commencé un peu bien après nous. Et ben, je commençais en même temps que Gilbert. Ils ont joué la perruche et le poulet, là, quand même, elle a dû en faire 20 ou 25 ans, hein. Peut-être pas 37, mais. Et c'est ça, la perruche et le poulet. Et donc, ben, le jour de mes 70 ans, elle m'avait offert là, toute la trousse était cotisée, parce que ça rappelait le son et lumière. Parce que, ah oui, j'ai oublié de dire dans le parcours, c'est qu'on a fait un deuxième son et lumière, mais en 1994, qui s'appelait La goutte de sang. Parce que ça racontait l'histoire, c'était une légende du Moyen, je ne sais plus ce que c'était exactement. C'est Anne-Marie Chauvel qui avait trouvé le... Oui, c'était Gérard Crespel qui avait fait les... Voilà, c'est ça, pareil. La même chose que pour le premier. Et donc, elle avait trouvé, comme ça, dans une bijouterie, et elle m'avait dit, oh, ben, ça m'a rappelé toi la goutte de sang, elle m'avait offert ça. Et vraiment, j'y tiens énormément. J'y tiens énormément. C'est vrai que j'ai connu plusieurs troupes. Disons que plus ça a été, et plus c'est devenu professionnel, ou semi-professionnel. Parce que je reconnais que les premières troupes, c'était plus amateurine, quoi. C'était souvent les gens oubliaient de venir, ou moins assidus. Je me rappelle quand on avait joué Un trou dans le mur. C'était une pièce où je faisais une vieille fille avec un turban, je me rappelle. Il y avait Jean-Marc Oliviero qui... Ça, c'était un acteur, hein, Jean-Marc. Lui, il aurait pu faire aussi une carrière professionnelle. Hein. Qu'est-ce qu'il jouait bien? Il jouait super bien. Puis alors, lui, même il risquait pas d'avoir deux trous parce qu'il comblait toujours. Des fois, pour les partenaires, c'est pas toujours, il fallait qu'ils donnent au moins le dernier mot, parce que sinon, tu sais pas quand tu vas devoir reprendre la suite. Mais c'était un sacré acteur. Et alors, on jouait un trou dans le mur. Et qu'est-ce qui s'était passé cette année-là? Je ne sais plus exactement ce qui était passé dans cette année-là. Ah oui, c'est ça. On jouait le samedi. Moi, j'étais à la pharmacie, et ça devait être le jeudi ou le vendredi, les décors n'étaient pas montés. Et il y avait Jean Géano qui nous aidait à monter les décors et tout ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Et moi, je travaillais, je ne pouvais pas les voir.
J'étais comme une pile électrique. J'espère qu'ils vont le faire aujourd'hui. Comment faire pour jouer? Rien n'était monté. Tu vois, comme maintenant, ils s'y prennent un mois à l'avance pour faire les décors. Et puis, quand je me tardais de partir de la pharmacie, bon, quand je suis allé les voir le soir, enfin, ils étaient arrivés quand même à les monter, mais alors, ils faisaient un peu à la dernière minute, quoi. C'est pour ça que je dis, il y avait davantage d'amateurisme, alors que maintenant, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. On commence largement à temps, tout est placé, des tableaux, tout ça, ainsi de suite, mais là, c'était c'était des fois un petit peu angoissant. Un peu. Un peu. Un peu. Des fourrures sur scène aussi? Oh ben oui. C'est vrai, j'ai des souvenirs comme ça. Ah ben là, il y a un fourré, ils avaient attrapé un fourré, mais au début, il riait jaune. Ça un truc en coulisses, si tu avais pu le prendre en coulisses, ça aurait été rigolo, ça. Le premier soir, souvent, on s'approche et on écarte un tout petit peu le rideau pour voir s'il y a du monde. Et alors, moi, je ne sais plus quelle pièce c'était. Alors, ils ont fait que c'est la soupière. J'avais la perruque grise, là. Je m'approche, puis je fais pas attention, le trou du souffleur était ouvert, je suis tombée dedans. Clac! Râpé tout le dos. Et tu as joué quand même? Joué quand même. Oui. J'ai joué quand même. Est-ce que tu as un regret, par exemple, d'un truc que tu aurais voulu jouer, que tu n'as pas pu jouer? Un style Moi, j'aurais voulu à un moment donné faire un peu plus de classique, parce que c'est vrai que quand j'avais fait quand même le conservatoire classique, et puis une année, j'avais pris une pièce de Ionesco, qui est un auteur moderne, qui a fait du théâtre. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait jouer ça, mais j'ai vu que ça n'a pas pu du tout. Ils m'ont dit non, c'est pas assez marrant, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, du burlesque un peu? On va pas jouer. Mais bon, de toute façon, c'est vrai que les gens disent souvent, on vient aussi pour s'amuser, pour rigoler. C'est... Aux gens de l'Hermine, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Écoute, qu'ils continuent comme ça, parce que moi je trouve que c'est vraiment, c'est super. Je veux dire, soit cette année, je trouve que la relève est prête depuis. Il n'y a pas eu de problème, hein, parce qu'il y a tous peur. Quand on est partis plusieurs en même temps, c'est vrai, il y a eu Denise et Didier, il y a eu Nadine, il y a eu nous, Gilbert et moi, donc ça faisait beaucoup. Et écoute, franchement, ils disaient oh là là, mais c'est terrible, même Franck était inquiet, il disait qu'est-ce qu'on va faire? Je dis mais t'inquiète pas, tu vas voir. Parce qu'il y a aussi une chose qu'on avait remarqué avec Nicole Sandré, c'est que on était une équipe très soudée, bien sûr, c'était toujours les mêmes depuis des années et des années. Donc, mais à la limite, pendant longtemps, on a eu des retours comme ça de personnes qui disaient mais oui, mais vous êtes tellement soudés que les gens n'osent pas venir. Tous les ans, on disait on aimerait bien trouver d'autres acteurs, des nouveaux. Les gens n'osaient pas. Parce que ils se disent oh là là, ils sont tellement entre eux que c'était difficile. Donc finalement, avec 5 ou 6 de parties, là du coup on était parti, il fallait bien se remplacer. Et ça s'est fait tout seul. Et là, je trouve que là, chapeau, moi je retire mon chapeau, ils ont reconstitué une troupe super. Et il y a un rôle que tu aimerais bien refaire si je devais rejouer un rôle, ça serait certainement le Dindon de Feydeau. Parce que ça se rapprochait plus pour moi du classique. Voilà. C'est vrai. Peut-être. Peut-être. Si on te le repropose un jour. Ah non, là, mais non, là, franchement, je dis, il faut ça. J'ai fini en centenaire dans cet interdit, parce que là, je me suis dit, bon, là, cette fois-ci, c'est la dernière. Et puis, ça a été la dernière. Ça a été difficile, la fin Un peu. Pendant les 2 premières années, quand même, ça m'a quand même manqué. On était vraiment presque comme une famille, quoi. C'est pour ça que je disais les gens, en fait, pour y rentrer, je pense que ça a dû être dur pour certains, qui auraient demandé à rentrer dans la troupe, mais qui n'ont pas osé. Mais c'est vrai que c'est très important l'esprit d'équipe. Thibaut de la fin, donc
que vraiment, j'étais vraiment très, très touchée de cette attention que vous m'ayez demandé de faire ça, parce que voilà, ça prouve quand même que l'on ne fait pas des choses inutilement, et puis on essaye de faire au mieux. Et voilà, c'était souvenir que finalement, ça a été comme une autre famille, quoi, le théâtre.